Bonjour à tous et bienvenue dans votre complément d'infos. Vous les avez peut-être déjà rencontrés aujourd'hui. Les bénévoles de l'ONG Île de Paix sont actuellement à pied d'œuvre et tout ce week-end pour vous vendre les célèbres petits modules, mais aussi bracelets et autres sacs en coton. L'année dernière, quelques 900 000 € avaient été récoltés. Île de Paix espère encore faire mieux cette année et elle compte sur vous. Pour cette 47e campagne, l'ONG a décidé de mettre en avant le thème de l'agriculture familiale durable. Notre invité ce samedi est Simon-Pierre Béouir, le directeur de l'Institut Notre-Dame de Heusies, une école entièrement engagée cette année au profit de la cause et nous verrons avec lui comment. Mais avant de le recevoir, place au traditionnel résumé de la semaine. Une des informations de cette semaine, c'est évidemment la neige qui est tombée dans la nuit de jeudi à vendredi. Les conditions climatiques qui ont compliqué la vie des usagers. Partout dans les communes, les équipes d'épandage étaient sur le pont dès le milieu de la nuit. Dans les communes du sud de notre arrondissement, comme à Ouem, les équipes sont de garde de novembre à mars. Les gardes se succèdent 24 heures sur 24. À Ovifa, plus de 20 cm sont tombés en quelques heures. C'est le rush pour les ouvriers communaux. Nous avons 2 brigadiers qui sont de garde pendant 7 jours et 24 heures, ils doivent suivre un peu l'évolution. On vous a expliqué, mercredi dernier, il faisait bon partout, mais on a eu des présences de plaques de verglas sur le village d'Ovifa. Heureusement, le brigadier s'est rendu là à 3 heures du matin et a pu actionner un mouvement pour pouvoir justement épandre du sel. Et ça, c'est un peu la particularité de notre commune. La commune commence de Ondorval vers Ovifa avec une différence d'altitude de 150 mètres, qui veut dire que les climats sont fort différents entre ces 2 villages. Le week-end dernier, plusieurs centaines de Teutois ont rendu hommage aux 2 pompiers décédés il y a tout juste 20 ans lors de l'explosion de la BBL à Theux. L'explosion de gaz avait complètement dévasté le centre-ville. 20 ans après, les Teutois n'ont pas oublié. L'émotion était d'ailleurs toujours bien palpable pendant la cérémonie d'hommage. L'explosion était due à une fissure sur la conduite de gaz qui alimentait Spa. L'intervention des 2 pompiers avait permis d'évacuer une vingtaine de personnes juste avant que la poche de gaz n'explose. Un tout nouveau centre médical polyvalent vient d'ouvrir ses portes au cœur de la Calamine. Il entend répondre au manque de médecins et de professions paramédicales dans la région des Trois-Bornes. On y retrouve des médecins généralistes, des kinés, psychologues, cardiologues, urologues ou encore gynécologues sur une surface de 840 mètres carrés. Dans les communes rurales où la pénurie de médecins généralistes notamment se fait sentir, la création de ce centre doit aussi servir à attirer de nouvelles professions médicales et paramédicales. Pour les 22 000 habitants, on était 17 médecins généralistes. Maintenant, après l'arrivée de 2 assistants dans les dernières 10 ans, on est à 9 médecins généralistes. Et dans 6 ans, il y en a 5 qui vont prendre leur pension. Alors on va tomber à très peu pour soigner 22 000 habitants. Si la centrale hydroélectrique de Caux n'est pas le site de production le plus connu du groupe Engie Electrabel, elle n'en constitue pas moins un maillon essentiel dont les capacités de stockage sont uniques en leur genre. Caux symbolise également la transition énergétique entamée par cette entreprise, ce qui n'a pas manqué de titiller la curiosité du ministre wallon de l'énergie Paul Furlan en visite mercredi. Et l'utilité de la centrale de Caux ne fait aucun doute. La preuve, lorsque le réacteur de Doel 4 a été mis à l'arrêt suite à un incident technique, c'est de Caux que la production d'électricité a pu être assurée. Le ministre Colin était lui aussi présent dans l'arrondissement ce mercredi. Il s'est rendu chez Lovinfoss, le premier abattoir wallon. 94% des porcs wallons passent ici, ce qui représente 12 300 porcs par semaine. Une filière porcine qui est au centre des attentions des patrons de l'entreprise aubelloise. Nous avons demandé au ministre de venir nous rencontrer pour se rendre compte de la qualité de nos produits, de l'importance de notre entreprise au niveau régional et qui fait partie d'un groupe international. Donc nous voulions lui expliquer que nous pouvions faire de la qualité différenciée et que notre but au départ est de promouvoir la production porcine puisque nous sommes en très grand déficit de production porcine en Wallonie et qu'il y a une consommation quand même qui est très importante. Donc nous voulions essayer de promouvoir la promotion pour en Wallonie des élevages de type familial. Faut-il craindre une pénurie d'électricité la semaine prochaine? Une vague de froid devrait toucher la France et la Belgique, impactant directement notre consommation électrique. Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique, assure ne pas prévoir de pénurie d'approvisionnement durant la semaine prochaine. Pourtant, il s'agit d'une situation inédite en France qui va devoir importer de l'électricité pour satisfaire la demande, poussant la Belgique à activer sa réserve stratégique.
À Ligneville, Mélanie Malzahn élève depuis 2015 les rouges Pies de l'Est. Cette race mixte s'est aujourd'hui rarifiée. Pourtant, elle est assez robuste et produit tant de la viande que du lait. La rouge Pies de l'Est, c'est aussi un véritable coup de cœur pour Mélanie. Elle s'est d'ailleurs lancée dans un projet de micro-fromagerie. Les rouges Pies de l'Est produisent un lait riche et onctueux. Des qualités que Mélanie voudrait valoriser à travers plusieurs fromages. Un projet qui nécessite d'importants moyens financiers dont Mélanie ne dispose pas. Et pour le faire aboutir, elle s'est lancée dans le financement participatif. On est arrivé à 36% et pour que le projet se fasse, il faudrait arriver à 60% d'un budget de 8 100 €, donc c'est quand même un budget assez important, mais c'est uniquement la construction de la petite fromagerie parce que la cuve est déjà là. Qui ne connaît pas le slogan de l'ONG Île de Paix ? Celui qui reçoit un poisson mangera un jour, celui qui apprend à pêcher mangera toujours. L'ONG est présente dans de nombreux pays pour y développer et y pérenniser une multitude de projets. À l'Institut Notre-Dame de Heusies, toute l'école s'est engagée cette année auprès de cette ONG. Son directeur Simon-Pierre Béhuir sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de cette action. Et toute cette semaine, nous vous avons proposé les différents reportages de nos confrères de Canal C réalisés au Bénin. Là-bas, l'action d'Île de Paix est axée sur la gestion de l'eau et l'agriculture en général. Regardez. Présente au Bénin depuis 15 ans, l'ONG Île de Paix centre aujourd'hui son action sur l'agriculture. Une agriculture familiale et durable. Son intervention est axée sur la formation. Au nord-ouest du Bénin, dans les campagnes qui longent la ville de Nati Tingo, nous avons rencontré Jeanne, une agricultrice qui, à la mort de son mari, a pu bénéficier d'une formation en compostage, une formation délivrée par un animateur local, partenaire d'Île de Paix. Jeanne nous raconte son histoire, comment elle cultive chaque année une parcelle plus grande de l'hectare que son mari lui a légué, sa fierté, la technique du zaï, c'est-à-dire des trous tous les 15 cm dans lesquels on met le compost pour économiser l'eau et le compost, sa participation aux récoltes de coton des voisins pour en retour avoir de l'aide pour sa propre récolte. Ce programme m'a permis de me sentir femme au milieu des autres femmes. Avant, je quémandais. Aujourd'hui, je produis moi-même et j'ai réussi à fertiliser la portion de terre que mon mari m'a laissée. Jacob, lui, est animateur pour l'ONG Bubdos, l'un des partenaires d'Île de Paix. Son rôle, accompagner les petits producteurs comme Jeanne pendant et après leur formation. Formation sur les itinéraires techniques de production de maïs, formation sur la gestion intégrée de la fertilité des sols, formation sur la conservation et la conservation du maïs. Jacob encadre ainsi 300 producteurs issus de 10 villages. Des villageois ouverts au changement, c'est que les nouvelles techniques proposées sont moins coûteuses et augmentent les rendements. À Kobli, dans un autre village de la région, nous faisons la connaissance de Jean, autre producteur de maïs soutenu par le programme d'Île de Paix. Nous nous interrogeons sur les méthodes plutôt archaïques utilisées. L'explication est simple. Pas d'argent, pas d'outils. Ça viendra, mais peu à peu. Par exemple, pour récolter les grains de maïs, normalement on verse les épis dans de grands sacs, mais problème. Les sacs coûtent un peu cher, c'est 300 francs un seul sac. Et ça, c'est pas trop dur. Vous mettez le maïs dedans, vous tapez, ça va se déchirer. Donc on sait l'utiliser une fois, mais... Une seule fois, bon, et c'est tout, ça va se déchirer. Nous interrogeons Arnaud, le conseiller technique d'Île de Paix, au sujet du manque d'outils modernes. Si Île de Paix donne tout de suite un matériel, ça ne sera pas bien entretenu. Mais lorsque Jean, par exemple, sait qu'il a fait un prêt auprès d'une institution de microfinance, il sait qu'il doit bien entretenir ce pourquoi il a fait un prêt, parce qu'il doit rembourser. Donc nous sommes dans une vision d'apprendre à pêcher et non de donner du poisson. Le rêve de Jean, s'acheter une moto pour transporter davantage de maïs. Mais sa priorité, c'est le financement des soins de santé et des fournitures scolaires pour ses enfants.
On laisse Jean à ses affaires. Au programme demain, Thérèse, son fromage de soja et son rire communicatif. Bravo. Et là, ce que vous avez, c'est... Voilà, et si vous souhaitez revoir ces différents reportages proposés par nos confrères de Canal C, eh bien forcément, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Simon-Pierre Béouir est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de l'Institut Notre-Dame de Heusies. Alors, peut-être, on va parler de l'Institut Notre-Dame parce qu'il s'est engagé cette année auprès de l'Action Île de Paix, cette ONG. Peut-être avant, l'Institut Notre-Dame, c'est quoi ? L'Institut Notre-Dame, c'est une école qui rassemble environ 140 professeurs et plus de 1060 élèves. On accueille 300-350 élèves en première et deuxième année. Puis alors, on a des sections d'enseignement général qui préparent nos élèves pour l'université. On a une section de technique sociale où on prépare des élèves là pour tous les secteurs liés à l'assistance aux personnes, liés à l'assistance à l'enfance ou à la petite enfance, enseignants, instituteurs et ainsi de suite. Et on a une section en hôtellerie pour forcément tous ces jeunes qui ont parfois envie de se lancer dans l'horeca. Et on sait que c'est un secteur porteur à l'heure actuelle. Donc on rassemble sur le site, grosso modo, c'est 1000 personnes et on fait au mieux pour les amener là où ils peuvent arriver. Donc il y a les maternelles, les primaires et le secondaire qui sont ensemble. Maintenant, c'est la nouveauté, c'est vraiment une fusion. Jusqu'à l'année passée, effectivement, on était avec deux pouvoirs organisateurs distincts. L'un pour le fondamental et l'autre pour le secondaire. Mais c'est un petit peu la même chose que si on avait deux entreprises qui sont dépendantes l'une de l'autre et qui fonctionnent de manière totalement dissociée. Ça n'avait plus beaucoup de sens à nos yeux et on voulait justement créer un projet qui soit porteur pour tous les jeunes que les parents nous confient, de 3 ans jusqu'à 18, 19, 20 ans en fonction de leur parcours scolaire. Et donc nous avons fusionné les deux pouvoirs organisateurs ici maintenant au mois de décembre. On est donc en ordre de marche pour proposer une vraie offre de qualité à tous ces jeunes. Alors ça fait 2 ans, je pense, que vous êtes aux commandes de l'Institut Notre-Dame, mais vous avez cette année souhaité donner un peu un second souffle, un nouveau souffle peut-être à cet institut, surfant peut-être sur justement ce repositionnement avec vos pouvoirs organisateurs, et vous vous êtes associé avec l'ONG Île de Paix. Alors pourquoi ? Effectivement, il y a d'abord d'une part l'idée que notre programme et notre projet pédagogique impliquent une ouverture à l'autre. L'autre qui est à côté de nous, à Verviers, à Liège, mais l'autre qui est loin de nous. Et c'est peut-être moins naturel, moins spontané de s'intéresser à l'autre lorsqu'il est à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous. Mais ça fait partie de notre engagement et des valeurs que nous voulons défendre. Donc on a cherché des partenaires qui pourraient nous aider à matérialiser, à concrétiser cet engagement au profit de l'autre lorsqu'il est loin. Et effectivement, dans le même temps, on a aussi fusionné nos deux PO. Et donc on s'est dit, ne serait-ce pas le bon moment pour initier un projet de grande ampleur qui donne du souffle à nos deux écoles qui n'en forment plus qu'une. Et on s'est demandé quels partenaires pourrions-nous trouver. On a réfléchi, il y en a de nombreux. Et on sait que la plupart des ONG, et même toutes les ONG, font du bon travail sur le terrain. Mais de laquelle pourrions-nous être le plus proche, avec laquelle pourrions-nous avoir un partenariat qui soit le plus cohérent ? Et donc, après réflexion et analyse, et de manière très simple, on est arrivé à se dire que les îles de paix, de par le slogan qui est le leur, c'est « apprenez à pêcher pour qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes », dans le fond, on est très proche de ce que nous essayons de faire ici dans nos écoles, où on essaye d'apprendre à nos élèves à pouvoir par la suite vivre par eux-mêmes. C'est une forme de travail sur l'autonomisation. Pour les îles de paix, ils rendent les gens autonomes dans la production alimentaire et autres. Et nous, on essaie de rendre nos élèves autonomes. On s'est dit, là, il y a une parenté de projets qui nous a incités à rentrer dans un partenariat à long terme avec eux. Alors justement, on sait les îles de paix fort proches du secteur scolaire. Alors comment justement s'est passée cette rencontre ? Comment avez-vous pu mettre en place peut-être un projet ? C'est des gens qui sont vraiment très abordables et très faciles d'accès. C'est très, très agréable de travailler avec eux parce qu'ils offrent une multitude d'outils en fonction des paramètres. Et donc, en maternelle et en primaire, on fonctionne avec des animateurs qui viennent des îles de paix dans les classes pour animer et pour présenter le travail des îles de paix, mais de manière plus large aussi. C'est aussi une sensibilisation aux relations nord-sud, à toutes ces problématiques qui sont très abstraites pour les petits. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que les plus jeunes puissent à un moment donné être sensibilisés petit à petit, et alors arriver jusqu'en secondaire et avoir une
une préconnaissance du message et de la thématique pour pouvoir l'exploiter. Il y a toute une progressivité qui est construite là et les îles de paix nous ont aidés à construire ça. Et alors nous, dans le secondaire, on a travaillé un peu autrement parce qu'on a une 60aine de classes. Et donc, si je dois demander 60 interventions, ils ne vont pas s'en sortir et c'est bien logique. Donc, ils nous ont proposé un autre outil. Ils nous ont proposé de venir et de former certains de nos élèves. Et comme je le disais tout à l'heure, on a des élèves qui s'orientent vers la formation pour les jeunes et l'encadrement des jeunes. Et ces élèves-là ont été formés par des formateurs des îles de paix. Ils ont reçu des outils, des PowerPoint, des petits films, et ils ont reçu des trucs et astuces pour pouvoir présenter le travail des îles de paix à leurs plus jeunes élèves. Donc des élèves, on en a environ, disons une petite centaine, d'élèves de 5e et de 6e secondaire, qui vont intervenir dans les classes de 1e, 2e, 3e secondaire pour présenter les îles de paix. Et pour nous, ça fait sens, parce que c'est d'une part présenter le projet, mais c'est d'autre part faire en sorte que l'élève soit touché dans son quotidien, soit sensibilisé de manière concrète, parce que c'est lui-même qui porte le message. C'est complémentaire, et c'est vrai que les îles de paix ont ce panel d'outils qui nous permet, depuis 3 ans jusqu'à 21, qui nous permet d'essayer, en tout cas, d'avoir le meilleur message, le meilleur moyen de toucher nos jeunes. Alors on a peut-être cette image tronquée ou pas très juste du jeune qui est un petit peu scotché avec son téléphone. Alors peut-être comment le message des îles de paix, comment est-ce que ces élèves l'ont pris ? Effectivement, j'ai été personnellement assez étonné d'avoir les premiers échos, enfin pas étonné, mais heureusement étonné. Agréablement surpris. D'entendre les échos des professeurs qui me disent, mais quand on leur parle avec des mots choisis et quand on leur présente des situations qui font sens, qu'ils comprennent et qui les touchent, ils embrayent. Et les 100 élèves dont je viens de parler, ils embrayent et ils sont prêts et ils sont motivés et ils ont demandé à voir le travail un peu plus tôt pour pouvoir le préparer. Et il n'y en a aucun qui a fait preuve de mauvaise volonté. Donc cette image du jeune scotché, c'est valable dans une certaine mesure. Mais quand on leur présente des projets avec un langage qui est le leur et avec une implication positive et constructive pour eux et pour les autres, ils sont preneurs. Et ça, c'est encourageant de manière générale, mais surtout, moi, ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a une dynamique positive dans l'école et que le projet qu'on essaye de mettre sur pied, il prend vie et il prend forme à travers les élèves. Alors peut-être justement le message des îles de paix, quelle était la vision de Dominique Pire finalement quand il a créé son ONG ? Mais le père Pire, belge, faut-il le rappeler, travaillait, et c'est quelque chose qui nous a intéressés aussi au départ, travaillait sur ce concept d'île de paix. Qu'est-ce que c'est une île et pourquoi a-t-il choisi une île ? Ça fait aussi du sens dans notre engagement, parce que l'île, c'est une petite superficie. On ne travaille pas dans une dimension démesurée, on travaille sur une superficie bien circonscrite, pour laquelle on va essayer d'apporter des solutions qui permettra aux gens qui y vivent de vivre mieux. Et nous, à l'école, on souscrit à ça. Ces espaces géographiques limités, c'est l'occasion pour nos élèves de se dire, on travaille, on sensibilise, on va vendre des modules ou des bracelets, et ça va aider une communauté, un village. On est à dimension et à taille humaine. On n'est pas dans des ONG démesurées ou qui nous dépassent. Là, ici, on est à dimension humaine, on a un acte, eh bien, il y a une conséquence sur le terrain, et cette conséquence est visible et sensible. C'est ça aussi qui a séduit ? En tout cas, ça a participé à la décision, parce que pour nos élèves, pour qu'ils puissent s'investir, il faut que nous puissions leur dire, regardez, votre investissement, il sert à ça. Et qu'il y ait un rapport visible, sensible, concret entre leur investissement et l'impact sur le terrain. Parce que sinon, ils n'y voient pas le sens. Alors on risque de passer à côté du but de la manœuvre. Alors ces relations nord-sud, elles sont importantes, mais elles deviennent en fait importantes aussi, finalement, dans nos propres pays, maintenant. Effectivement, et ça, c'est clair qu'on a aussi, nous, dans nos pays, je pense, une responsabilité pour aider peut-être d'autres pays qui sont moins enclins en termes de valeurs ou qui ont moins dans leur tradition de promouvoir certaines valeurs. On a pour responsabilité de les aider à y arriver. Je prends pour exemple un autre thème, un autre cheval de bataille des îles de paix, qui est la position de la femme dans les villages. C'est clair que chez nous, la position de la femme et la place de la femme est une place bien reconnue dans nos sociétés. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Et parfois, c'est hors de conscience dans certains villages. Et donc, le travail des îles de paix, c'est aussi aller là dans les communautés locales, leur dire, mais votre épouse, votre sœur, votre mère, elle a une place à prendre, un rôle à jouer dans la société. On va vous aider à vous l'expliquer. Et il y a tout un travail de sensibilisation qui se fait pour l'émergence de cette place. Et pour nos élèves,
c'est aussi quelque chose de très important, qu'ils se rendent compte que ce qui est acquis chez nous ne l'est pas forcément ailleurs et qu'on a un rôle à jouer pour favoriser cette émergence. C'est vrai qu'on met souvent le point au niveau des îles de paix et peut-être la presse sur l'alimentation. Il est vrai que cette 47e campagne est basée sur l'agriculture familiale, mais il n'y a pas que ça, vous l'avez dit, il y a le rôle de la femme, il y a aussi tout ce qui est infrastructure et politique finalement. La politique, plus de transparence, plus de participation citoyenne pour ces pays du Sud. Et c'est très cohérent, et c'est aussi ça effectivement qui nous a touchés, c'est que de travailler dans un espace, sur un village, un espace bien circonscrit, bien clair, ça permet d'envisager un nombre de paramètres multiples pour aider à l'application et à l'intégration des comportements qui leur permettront d'améliorer leur qualité de vie. Parce que c'est clair que lorsqu'on va apprendre des techniques agricoles à une famille, à un village, si au-delà, il n'y a pas une prise de responsabilité de chacun des membres du village, y compris des femmes évidemment, et une forme de mutualisation ou de coopération qui s'installe pour gérer ces nouveaux outils. Je prends le cas d'un puits pour avoir accès à l'eau. Par définition, c'est un outil qui n'est pas privé, mais qui sera comment le gère-t-on ? Et tout ça, ça s'apprend de nouveau. C'est des techniques et c'est une manière d'être et de vivre ensemble qui sont prises en charge par l'ONG et qui donnent une perspective plutôt que de simplement, je pense que très rares sont les ONG qui font ça, mais travailler de manière réductrice ou peut-être un peu trop ponctuelle en disant on va leur offrir un tracteur et puis le tracteur, on sait que 10 ans après, il est là, il y a des pôles dessus, mais plus personne ne sait l'employer. On est dans cette dynamique-là dans les îles de paix et ça donne du sens. Alors vous parlez justement du vivre ensemble et on pourrait retourner, c'est un peu, n'est-ce pas un peu parfois un paradoxe de voir qu'on a du vivre ensemble pour des pays du Sud et que finalement dans nos sociétés, dans nos civilisations, on commence à le perdre. Ça, effectivement, c'est le double effet miroir, c'est peut-être ça aussi qui pourrait être porteur non pas d'ESI vers les pays du Sud, mais des pays du Sud vers ESI et de se dire, regardons ce à quoi ils arrivent grâce à la force de leur collectif. Et nous, grâce à notre collectif, à quoi arrivons ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi tisser des liens et se dire, voilà, on va essayer de progresser ensemble, de cheminer vers un objectif où la collectivité serait remise un petit peu en avant. Quelque part, quand on fusionne les PO de Notre-Dame et quand on essaye de mettre sur pied un projet où, voilà, j'ai 1000 élèves en secondaire, il y en a plus de 500 dans le fondamental, ça fait 1500 élèves, plus les familles qui sont derrière. Alors il faut être réaliste, tout le monde ne sera pas touché de la même manière et tout le monde ne sera pas impliqué de la même manière. Mais quand on a 1500 personnes et plus qui sont touchées par un même message, on crée une collectivité, on crée une communauté. Et c'est la force de cette communauté, en tout cas nous l'espérons, pourra amener un changement là-bas et peut-être aussi ici. C'est ce qu'on souhaite. Alors justement, sur le terrain, j'imagine que vos élèves sont actuellement en train de vendre. Alors ils ont été sensibilisés la semaine passée et ils le seront encore la semaine prochaine, soit par leurs collègues, comme je l'ai expliqué, soit par des membres de l'ONG, et parce qu'il faut le souligner aussi, certains de mes professeurs qui sont sensibles à la cause et qui intègrent les principes des îles de paix dans leurs cours, que ce soit en géographie, en sciences humaines et dans différents cours. Donc les professeurs prennent une place active là-dedans et on sent qu'il y en a certains qui sont vraiment motivés par le projet. Et effectivement, après, on leur dit, la sensibilisation, c'est la base, mais il est aussi utile de passer à l'acte, parce que ça reste le nerf de la guerre, qu'on le veuille ou non, il faut bien passer par là. Mais ce que nous avons souhaité, nous, à ESI, c'est de ne pas obliger, parce qu'on n'a pas envie d'être dans une démarche d'imposition par rapport à un engagement personnel. S'il faut prendre 1 an ou 2 en plus pour créer une dynamique, on prendra 1 an ou 2 en plus. Mais nous aimerions arriver à ce qu'il y ait une espèce de spontanéité ou d'envie créée par la sensibilisation pour que nos élèves nous disent voilà monsieur, moi ce que vous m'avez expliqué, ça m'a touché, j'ai envie de faire quelque chose, tu peux aller vendre. Et c'est vrai qu'il y en a qui vendent, Ils sont sur le terrain aujourd'hui, vous allez peut-être les croiser à gauche ou à droite, vous avez peut-être déjà entendu votre enfant qui est revenu et qui vous a dit moi j'ai ceci, j'ai cela. Donc ils sont là, ils sont actifs, mais pour le moment on n'oblige pas. On a vraiment envie que ce soit quelque chose de pédagogique et de formatif pour eux aussi. Et de spontané, oui. Alors ce sera ma dernière question. On en parle, donc vendre, ça veut dire récolter de l'argent. Généralement, c'est plus d'1 million d'euros, je pense, que les îles de paix rapportent par ces récoltes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vous a plu, c'est la transparence au niveau de l'accessibilité des comptes. On sait ce qu'on fait avec cet argent. Effectivement. Et donc, il y a deux paramètres. Le premier, c'est de dire que toutes les sommes qui sont récoltées par les îles de paix sont déclarées et l'État fédéral multiplie cette somme par un facteur qui est défini au préalable. Donc,
Quand on donne 1 euro aux îles de paix, on n'en donne pas 1, on en donne plus parce que l'État fédéral le multiplie. Donc c'est important de participer aussi à la vente parce que ça leur donne des moyens. Et au-delà de ça, ces moyens, on peut aller voir sur le site internet. Tous les comptes sont accessibles, tout est visible, la manière dont les sommes sont réparties. Ça nous donne confiance parce que quelque part aussi pour nos élèves, on a parfois cette image de l'ONG où on roule dans des grosses jeeps en Afrique et puis on ne sait pas bien où va l'argent. Aux îles de paix, tout est accessible, tout est clair, tout est justifié. Il y a des campagnes promotionnelles parce qu'il faut faire la promotion de l'association, mais on a accès à toutes les informations et ça rend la chose crédible et fiable. Et pour nos élèves, qu'ils aient 10, 12, 15 ou 20 ans, cette fiabilité, cette crédibilité, pour eux, c'est très important. C'est la base de la confiance qu'ils placent en l'association et en l'énergie qu'ils remettront pour la faire vivre. Simon-Pierre Béhur, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce projet et des îles de paix. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis n'oubliez donc pas, si vous les croisez ce week-end, de faire bon accueil à tous ces bénévoles qui se mobilisent pour la cause. Passez un excellent week-end et à très bientôt.